Quand on est petit, on se dit que plus tard on ira explorer le monde. Et puis en grandissant, on oublie ses rêves pour tomber dans la routine. Avec un ami d'enfance, quelque chose nous a poussé à réaliser ce rêve de gosse. C'est l'histoire qu'on va vous raconter. Cet été-là, je suis allé voir Marc à New York. On s'était perdu de vue depuis 10 ans, et a priori, on n'avait plus grand-chose en commun. Je venais de finir un film sur l'accès à l'eau en Inde, et lui, il travaillait dans le marketing, pour faire croire aux Américains que l'eau en bouteille était un produit de luxe. On s'est pourtant retrouvés, comme au bon vieux temps, quand on faisait les 400 coups dans le jardin de sa grand-mère. Sauf que là, le jardin, c'était Central Park. À New York, on a mené la grande vie entre les restos, les soirées VIP et l'appart à Wall Street. Marc touchait du doigt ce rêve américain qui fait courir toute la planète. Pourtant, je le sentais pas trop à sa place dans ce monde superficiel. Alors en partant, je lui ai laissé un stock de documentaires histoire de le remuer un peu. Le genre de film qui passe tard le soir quand tout le monde dort. Moi, j'étais bien dans ma bulle à Manhattan. J'avais décroché le job de mes rêves et j'avais pas du tout prévu de regarder les films de Nathanael. Mais la vie m'a rappelé à l'ordre. Alors que je me prenais pour Michael Jordan dans mon couloir, j'ai glissé sur le ballon et je me suis cassé le pied. Comme j'étais cloué au lit, j'ai fini par les regarder tous ces documentaires. Là, je vous cache pas que j'ai eu un petit peu de mal à retourner travailler. Surtout qu'au même moment, la crise financière a éclaté. Ce jour-là, le monde entier a réalisé que la cupidité de quelques-uns compromettait notre avenir à tous. J'étais maintenant persuadé que ce système était incapable de résoudre les crises qu'il avait engendrées. En vendant de l'eau à Manhattan, moi aussi je faisais partie du problème. Mais qu'est-ce que je pouvais bien faire ? J'ai eu peur de sombrer dans le cynisme ou dans la dépression. Alors j'ai préféré tout quitter pour chercher des réponses à mes questions, sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. À cette époque-là, je présentais mon film dans un festival à New Delhi. Marc a débarqué comme une fleur. Il voulait qu'on fasse un documentaire sur le changement. Vaste programme. Mais en l'observant, je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire autour de son personnage et de son envie de tout comprendre. Alors j'ai commencé à le filmer. We must get closer to the essence of life. But beware that it takes courage and strive. Expand your mind, don't let it fear and die. You'll find it. So you like this? So meditate. Come on, let's contemplate. Talk to the heavenly bodies of the universe, of the universe. When you are in politicians, Après plusieurs jours de voyage, on est tombé sur Anand, une sorte de géotrouve-tout indien qui fabrique des outils pour rendre la vie au champ plus facile. So, this is my workshop. You are welcome here. Yeah. So. Anand et son épouse s'occupaient de plusieurs ashrams. C'est sûr qu'on était loin de l'entreprise cotée en bourse. Mais en même temps, ces lieux d'organisation collective du travail ont redynamisé l'économie locale après la fermeture de la mine.
Kodak. Ouais, ben voilà, là c'est bien. On fait genre, on est un peu professionnel. Tac. Hop là. Hop. We ready? Yes. Ready for the interview? And what is to be like a Gandhi's follower? What does that mean? Gandhi's follower means this life is going on without any driver. But Gandhi is telling that, no, you have to be a driver. People say sustainable development, so he has given Swaraj. You depend on yourself. So Swaraj, this sustainable development. People have forget the poor people and they want to be rich and rich and rich, and now I have heard that America is going to the moon for picnic. So this can't make the world better. If we follow Gandhi's educations, then the life is slow, of course, but full with happiness. And what were you saying with my hand? Very soft. Ce passage chez Anand-les-Prémat nous avait donné envie d'en savoir plus sur Gandhi et sa vision de l'économie. Du coup, on s'est inscrit à un séminaire qui s'appelait Gandhi et la mondialisation. Il était organisé par le docteur Vandana Shiva. Cette femme a réussi à faire condamner plusieurs multinationales irresponsables au tribunal de La Haye. Je l'avais vue dans les documentaires de Nathanaël et j'étais vraiment curieux de la rencontrer. Like I always say, Gandhi for me is like a ventilator, you know? When in a room where nothing is open, everything's closed, there's one little ventilator from where you get fresh air. And the fresh air of thinking fresh is the value of Gandhi. I mean, besides what he did for us as a country in the independence movement, but globally today, you know, he allows us to think fresh. Party with celebrities. I felt there was something wrong about exporting water and telling people should not drink the local water, but because it was flavored. So was that such a nonsense? Yeah. You want me sitting here? You can see just where you were Oh, this but morning. your camera looks this side. Well, you know, I was training as a physicist, and I've actually done a PhD in quantum theory. But I got involved in protecting the forests of the Himalaya, right here, up in these mountains. As a result of that, I started to write about ecological problems. And the Ministry of Environment calls me to do the impact of mining in these hills. I was at that time in Bangalore. And of course, it's my home. I was born here. I do the study, and the mines get closed as a result of our study. And I realized then that with a focus and with dedication, there was so much one could do. And sitting in privileged jobs, isolated from society, you could keep making excuses, but you wouldn't bring the change. So I threw up my job, came back home, started to work from my mother's cowshed, and that's what I've been doing since then. So things are changing, but they're changing in the wrong direction because the dominant change is driven by giant corporations who are turning everything into a market and turning everything into a commodity. There are no people, there's no nature, there's no culture, there's no value. The change we need is a change that helps us recognize that if we continue in this present path of change, humanity will annihilate the conditions for its living on this planet. Climate change is one of those dimensions. Disappearance of food is another dimension. You know, the corporations have a very good agenda of how to destroy small farmers, but they don't have an agenda of how will you get the food when all the small farmers are gone. They don't know how they'll do that. So the recognition that nature is the condition of our being alive
is the shift we have to make. We have to stop thinking of nature as wilderness and start thinking of it as condition for life. And where do people begin to make a reconnection with nature? With food. First of all, knowing where it comes from and making sure that nature's contributions haven't been abused by corporate greed, which takes all these bounties and messes them up with pesticides, herbicides, genetic engineering. Food from nature is healthy food. But I think everyone can be linked to nature. If you don't have land, a pot in your backyard, a little kitchen garden, a link with a farmer in your neighborhood. Every one of these are connections with nature. Le deuxième intervenant de ce séminaire, c'était Satish Kumar. Dans sa jeunesse, il a participé à la réforme agraire de Gandhi, puis il a effectué un pèlerinage de 12 000 km pour protester contre l'arme atomique. Year 2000, I came, there was nothing here, it was about 10 acres at that time. And Vandana Shiva and I together dreamt that this should be a learning center where people can learn about organic farming, about caring for nature, about making compost, and learn about Gandhi and ecology and environment and spirituality and education, all the things which you are witnessing here. It all came out of a dream. So if you cannot dream, nothing will happen. Lors de ce séminaire, ce qui m'a vraiment fait cogiter, c'est qu'une chose simple et essentielle comme échanger des graines soit devenue illégale. Ici comme ailleurs, les firmes semencières ont fait passer des lois pour interdire l'utilisation des semences locales. Elles ont ensuite introduit les graines hybrides puis les OGM qui rendent les paysans totalement dépendants des engrais et des pesticides qu'elles vendent. Depuis que cette politique est en place, plus de 250 000 paysans indiens endettés se sont suicidés. So she's telling a story of 16 years ago when she first came. Vandana was looking for a person who had a good knowledge of seeds, and she was the person with those skills. आज के तारीख में 500 वैरायटी हमारी धान की है. 500 varieties of grain today and 80 varieties of wheat. So the lands in Punjab, for example, they are depleted because of the overuse of fertilizers, and it's also a health hazard for the workers who are working there because the water is mixed with urea and it affects their skin and it causes problems for them. But here she works right from June to August in the fields here, and since they don't use any of those things, she has no such health problems. देख लो, हाथ देख लो, पैर देख लो, हमारे कुछ नहीं होते हैं, बिल्कुल सही रहते हैं. सही रहते हैं. And the most important element of Gandhi was the right to say no and the duty to say no, which he called satyagraha, the power of truth, the passion of truth, the force of truth. When the British wanted us to stop making salt so they could have a monopoly, he said, we will continue to make salt. We need it for our survival. Nature gives it for free. We will not obey your laws. We have followed that same logic and said, we will not respect patents on seed because you haven't created these seeds. We've received from them from nature. Centuries of evolution by farmers have given these wonderful seeds to us. They can't be patented. We will continue to save them. We will continue to share them.
Do you think we should like try to fix the system or like to change the system? You cannot have unlimited economic growth in a limited planet. You cannot have infinite growth in a finite world. And so this system cannot go on forever. If it goes, it will destroy the world and the earth. And it cannot go backwards because then it will create unemployment and recession. So this system cannot be fixed. So we need to have a new system where you take from natural world what is your minimum necessity and your requirement and your needs, and when you have used it, you return it back to the earth. So it's a kind of like a cycle. That's how nature works. You have leaves on the tree, and then in the autumn, that leaves will fall on the ground, and that will become nutrients to the roots, and that nutrition will go into the tree, and next spring, it will come again as leaves. So we have to learn from nature and create a cyclical economy. We've got in the world the ecology movement, some parts of it does look at how you consume, and very often only promotes green consumerism without questioning the very idea of consumerism. Exactly. You know? That the reduction of our identities to being consumers is part of the problem. And recovery of our identities as creators, producers, makers of things is part of the solution. So, you know, one reason the Shramdan you do is so important is because that's where you start to respect physical work. Passer du consommateur au créateur-producteur. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne savais rien faire de mes mains et que je ne connaissais même pas le fonctionnement de la nature. Mais d'un coup, travailler au champ ou modeler la terre, ça m'a semblé beaucoup plus satisfaisant que de remplir des tableaux Excel croisés dynamiques pour faire plaisir à mon boss. This idea that only corporations can give us livelihood, otherwise we will all die and nothing will happen, is complete brainwashing. Complete brainwashing. Real employer and giver of security and livelihood is land, sunshine, mountains, rivers, rain, human communities, our two hands. We work together. We have plenty. We don't need mortgage to live well. We don't need corporations to give us a few pieces of figures on our computer to make us think that now you have something to survive. You don't eat the figures on the computer. What is money? Money is only an idea. Money is only a plastic card. Money is only a figure on your computer. Money is not the real thing. You don't eat computers. You don't eat figures. Money is a means of exchange. They are not the real security. So people don't need to fear. Overall, my vision of another economy is every place people producing in sustainable ways, generating livelihoods and meeting their needs. Decentralized economies everywhere. It's a crazy world in which everything has to be manufactured in China. And everywhere else people sit unemployed. And because they are unemployed and have no money, the only place they can shop is at a Walmart, because they bring their stuff from China and sell cheap. What we need is to shift
from this idea of a false cheapness that has very high costs for the planet and people to an idea of authentic affordability and low costs for the planet and low cost for people. Sun is shining, the friends are sitting around, we are chopping the vegetables, the garden is growing food. You have enough, then you are happy. Pleasure is when you want seeking something which you think you don't have, and you want pleasure, you want again, you want more, you are always dissatisfied. Pleasure always leaves you dissatisfied, whereas contentment always brings you happiness. So happiness is when you know that you have enough. Huh? Absolutely. Absolutely, yeah. Okay? Good. Perfect. Thank you. for You're your welcome. time. Hope you're not too late for the No, the no, train no, now, no, not too late, not no? too late, not too late. Well, we got lucky, we got one more talk. Jusque-là, l'écologie politicienne et moralisatrice m'avait toujours repoussé. Mais rencontrer des personnes inspirées qui luttent pour le respect de la vie et la dignité des plus faibles, c'était pas pareil. Ils ne cherchaient pas leur intérêt personnel ni la notoriété, et j'ai fini par comprendre pourquoi. Comme Gandhi, leurs actions étaient guidées par des valeurs spirituelles fortes. You know, religion does not have to be spiritual, because now it's increasingly institution. And in our times of deep insecurity, it is increasingly a political institution for political purpose. And therefore it's becoming fundamentalist. It's based more on how to hate somebody and less on what to be yourself. Spirituality is about your understanding your place in this universe. And in that process, understanding that you're connected with the rest of the universe, understanding connection, and with it understanding responsibility. Therefore, spirituality is about deep freedom. Because when you know who you are, you know you're not shaped by a Nestle or a Monsanto. You're shaped by an amazing creation of which you're a part. And to feel a part of that is tremendous empowerment. Because this universe is such a creative force. En partant avec Nathanaël, l'idée c'était juste de faire un petit film sur les alternatives. Mais en quelques jours, ils avaient réussi à chambouler ma façon de percevoir le monde, l'économie, la nature et même ce que je considérais être le progrès. Sans même m'en rendre compte, ils avaient reformaté tout mon disque dur. Je n'avais sûrement pas tout compris à la spiritualité orientale, ni même à la vision gandhienne de l'économie. Mais quand même, le complexe de supériorité de l'Occident m'est apparu tout à coup absurde. On s'est aveuglé avec le progrès et la technologie,
et on a perdu de vue l'essentiel. Enjoy this universe. You enjoy with the modern science, but you keep your eyes is also on the spiritual science. So you create the good balance in the modern science and the spiritual science. Pleasure you can get from the market. Happiness you cannot get from the market. Happiness you have to be look inside. Go deep inside. Spend a lot of time. Et cet endroit, il faudra le mettre dans le film, hein, même si ça n'a rien à voir avec l'Inde, quoi, juste pour toi, histoire à deux. À notre retour, on est parti s'isoler pour regarder les interviews. J'avoue que moi aussi je me suis fait surprendre par tous ces témoignages. Les hommes et les femmes qu'on a rencontrés s'attaquent à la racine du problème. Pour eux, il est impossible de résoudre les crises actuelles sans remettre en question la vision matérialiste et marchande qui les a créées. En France, d'autres aussi sont arrivés à la même conclusion. C'est le cas de Pierre Rabhi. Ce paysan philosophe a transformé une terre rocailleuse des Cévennes en une oasis de verdure, grâce à l'agroécologie. J'avais alors 20 ans et la modernité m'est apparue comme une immense imposture. Et bah, moi j'avais 29 ans quand ça m'est arrivé. Ça m'a pris plus longtemps. La modernité est censée libérer l'être humain, mais en fait, on voit bien que l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, de la maternelle jusqu'à l'université, il est enfermé. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte. Alors, vous voyez, et on y va dans sa caisse, bien sûr, et puis vous avez la boîte à vieux en attendant la dernière boîte. Comme itinéraire d'existence, je ne peux pas dire que ça soit très libérateur. On passe une grande partie de notre vie enfermée dans quelques mètres carrés. On va faire quelques glissades sur la neige pour prendre un petit goulet d'air. Et puis ensuite, l'été, on va essayer de s'exposer au soleil pour avoir l'air d'avoir été en contact avec la vie. Et ça, je trouve ça terrible. Alors je ne juge personne, absolument personne. C'est le contentieux que j'ai personnellement avec l'imposture de la modernité, qui, sous le prétexte de progrès, d'améliorer la condition humaine, la démolit, la détruit, et en plus elle est en train de piller la planète. Et c'est à partir de cette vision, de ce constat, que nous avons décidé, Michel, qui est devenue ma femme, et moi, de ne pas souscrire à ce modèle-là. Et donc ne pas souscrire au modèle, c'était aussi comment sortir c'est-à-dire de ce hors-sol appliqué à l'humain et de cette déconnexion à l'égard des fondements de la vie. Et les fondements de la vie sont dans la nature. Nous sommes nous-mêmes nature. Je me suis donc orienté sur l'agriculture écologique, biologique, et ça a été pour moi vraiment la voie initiatique. Parce qu'à partir du moment où je suis rentré dans cette voie-là, cette voie m'a amené à l'observation de la vie. Et observer la vie, c'est reconnaître la puissance de la vie et finalement le phénomène, le mystère de la vie. J'explique parfois, vous prenez une petite graine de tomate, c'est insignifiant, c'est tout petit.
vous la mettez dans la terre, ça vous donne des kilos de tomates. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bien quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence. Ça ne veut pas dire que la graine a un cerveau, mais ça veut dire qu'il y a une intelligence qui orchestre tout cela, qui orchestre pour aller vers une symphonie, une espèce d'harmonisation. Le problème, c'est qu'on a rompu avec cet ordre d'intelligence pour aller vers l'intelligence mécaniste, raisonneuse, etc. Nous nous auto-proclamons les meilleurs, les maîtres, les dominateurs, c'est-à-dire les propriétaires de la vie. Et ça, c'est pas par un vote des éléphants et des baleines que nous l'avons eu, c'est parce que nous l'avons décidé, c'est tout. Et du coup, nous sommes vraiment dans l'obscurité. Pour Pierre Rabhi, c'est la séparation de l'homme et de la nature qui a conduit à cette marchandisation du monde. On est donc allé voir le sociologue et philosophe Frédéric Lenoir pour comprendre comment tout cela est arrivé. Alors, la séparation de l'homme et de la nature, ça remonte à très longtemps. En fait, je crois que le grand tournant, c'est le passage du paléolithique au néolithique. C'est-à-dire le passage de sociétés où l'homme était un nomade qui vivait de chasse et de cueillette et qui était intégré dans la nature, où l'homme se sentait dans un monde où il y avait des esprits, des forces invisibles, et qu'il fallait être relié à ces forces invisibles. Et il respectait la nature. Lorsqu'un homme chassait, il priait pour l'âme en même temps du gibier qu'il allait chasser, et il savait qu'il allait en retour faire un don à la nature. Lorsque l'homme va se sédentariser, ce qu'on appelle le néolithique, tout va changer. Parce que l'homme va se couper de la nature pour vivre dans des villages, puis des villes, et il va maîtriser la nature. Et à partir de ce moment-là, on va passer d'un état d'intégration dans la nature à un état de domination de la nature. La nature sera là pour servir les besoins de la cité, pour la servir en ressources naturelles, etc. Alors dans ce processus qui est très long, qui prend des millénaires, où la raison l'emporte de plus en plus dans l'homme sur l'intuition, sur d'autres qualités, le cœur, la manière dont on peut se relier par son corps à la nature, c'est la raison qui devient archi-dominante. Cette vision-là va amener une coupure totale entre l'homme et le monde. Et on arrive avec le judéo-christianisme déjà à une certaine forme de cette rationalisation très forte, puisque la nature n'est plus un jardin enchanté, ça devient un lieu que l'homme peut, comme dit la Genèse, utiliser, maîtriser, et puis progressivement ça va devenir pillé. Et c'est Descartes qui consacre effectivement cette idéologie-là avec son fameux l'homme possesseur de la nature, qui considère que le monde n'est qu'une mécanique inerte qu'il peut utiliser. Et là, on est totalement dans cette domination de l'esprit, de la raison sur la nature. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est finalement la limite de tout ça. Tous les niveaux, sur le plan des conséquences dramatiques écologiques, sur le fait que les Occidentaux ne sont plus reliés à leur corps avec tous les problèmes que ça leur pose, de gestion de leurs émotions, de paix intérieure, etc. Et donc il y a un désir de retrouver une harmonie avec son corps et avec la nature. À ce moment-là, la question n'était pas de retrouver l'harmonie avec mon corps et avec la nature, mais plutôt de retrouver l'harmonie avec le monde du travail et celui de l'entreprise. Il y a un petit goût d'énervement là dans le glaçon. Là, la nature est pas contente. Elle est pas contente du tout là. Ah non. Là, on a chié les gars. Mon ancien employeur me proposait un poste dans le développement durable. Sans toutes ces rencontres, j'aurais signé tout de suite. Mais en acceptant, j'avais l'impression de renier tout ce qui m'avait été dit. Du coup, j'étais plus trop sûr de rien. On avait commencé à tirer sur un fil. Difficile de s'arrêter là. On voulait approfondir ces idées de séparation homme-nature et corps-esprit.
On a donc décidé de partir en Amérique centrale pour rencontrer les gardiens des cultures anciennes et explorer leur vision du monde. Au sud du Mexique, on a rencontré le docteur Navarro qui nous a parlé des grandes civilisations d'Amérique centrale. Après nous avoir mis en garde contre le business chamanique et les psychotropes, il a insisté pour qu'on rencontre Tenoch, un guérisseur qui aide les communautés indigènes à préserver leurs traditions. Más que época de crisis, es una época de enajenación, ¿no? En la que nos han enajenado, han cambiado nuestra mente, han mantenido dormidos nuestros sentidos. Cuando lo del tsunami, ¿no? Los animales, ningún animal se murió, todos corrieron a la montaña porque sabían lo que venía, ¿no? El hombre, ¿por qué no? Pues porque estaba viendo la televisión, ¿no? Hemos perdido la capacidad de observar y por medio de la observación darte cuenta, ¿no? De las cosas que vienen. El cambio pues viene, sí viene, claro que viene y viene fuerte, ¿no? Precisamente por eso tenemos que empezar a cambiar nuestra actitud de pensamiento, empezar a vibrar en la frecuencia más alta, ¿no? ¿Cómo empezamos entonces a este cambio de pensar? ¿Cómo empezamos este cambio de pensar? Pues dejar de pensar en lo que no queremos. Tu mente no sabe si lo que tú estás pensando lo quieres o no lo quieres. Si lo estás pensando, lo atrae a la materia. Entonces lo único que debes de hacer es cambiar tu pensamiento negativo por pensamientos positivos, ¿no? Si no queremos guerra, tenemos que dejar de pensar en la guerra, ¿no? Tenemos que pensar en la paz. Si no queremos enfermedades, debemos dejar de pensar en enfermedades. Debemos de pensar en salud, ¿no? O sea, es tan sencillo como piensa lo que quieras que suceda en el mundo, en tu vida, en tu acción, en tu palabra, ¿no? Nosotros somos la punta del cambio que viene, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cambiar nosotros para que el cambio se dé cuando se tenga que dar, cuando ya hayan visto el ejemplo de lo que hace la buena palabra y la buena acción, ¿no? No lastimar, no dañar, ser real, ser honesto, ¿no? Ser realmente quien eres tú, ¿no? Sin falsas máscaras, sin buscar maquillajes, ¿no? O sea, simple y sencillamente como cuando entras al temazcal, desnudarte, ¿no? Pero no tanto el cuerpo, sino tu alma, tu esencia, ¿no? Pour Tenoch, un changement de civilisation est en cours, mais il passe par la transformation de chaque individu. Tout ça, c'était encore un peu abstrait pour nous. Il nous a donc envoyé chez son ami Marceau qui organisait cette semaine-là une cérémonie de temazcal. Une sorte de sauna mexicain censé purifier le corps et l'esprit. On a décidé de tenter le coup. On va pas arriver comme les conquistadors. Donc vas-y, on va peut-être arrêter de filmer. De toute façon, s'il est connecté, il sait qu'on vient, quoi. Il nous attend. Il nous attend. Allez. El hombre moderno se separa cuando de alguna forma pierde la visión de que es una unidad con todo, que el mismo ser es una parte integral de todo el cosmos.
Si él no tiene identidad cósmica, el ser humano se robotiza, se vuelve un ser mecánico, un ser que actúa por inercia, condicionado totalmente, y no va a aguantar mucho tiempo así. No hay quien lo aguante, y el fin de eso es la locura. La gente se desquicia. Sabemos que nuestra fuerza no radica en un poder armamentístico o en grandes logros científicos, sino en el respeto y el amor que le tengamos a nuestra Madre Tierra. Por eso nosotros creemos en las ceremonias. Entonces el temazcal es el lugar de comunión. Y además de ser un baño de purificación, pues es un lugar donde transmutamos todas esas emociones y es donde dejamos también que se quede ahí lo que no queremos y salimos renovados como niños. Entonces el temazcal es un regalo de amor, de la vida. Eres el poder en cada uno, somos la danza del sol y la luna, somos la esperanza que no muere, somos el cambio de la marea. L'expérience du Temazcal avait été pour le moins inattendue. Dans cette hutte, il faisait au moins 70 degrés. Je ne pouvais pas sortir. Alors pour rester là-dedans, j'ai dû lâcher prise. Et je me suis collé à la terre fraîche pour pouvoir respirer. Somos el cambio de la marea, somos el cambio de la marea. Au fur et à mesure des chants, des épisodes douloureux de ma vie sont remontés à la surface. J'ai été confronté à mes peurs et à tous ces arrangements minables qu'on fait avec soi-même et qui nous empêchent d'être intègres. Ça faisait l'effet d'un grand nettoyage intérieur. Avec Nathanaël, on est sorti de là apaisé et joyeux. No solamente somos cuerpos, viviendo eso, una experiencia espiritual, ¿no? Somos realmente espíritus, viviendo una experiencia física, una experiencia material. Ok, muy bien, muchísimas gracias. De nada, hermanito. De nada. Après ce séjour au Chiapas, j'ai commencé à me poser des questions étranges sur mon identité profonde et sur le fonctionnement de cet univers. Pour les philosophies orientales et les traditions indigènes, c'est un peu comme dans Matrix. La réalité qui nous entoure est une illusion, perçue par nos 5 sens et décodée par le cerveau. Le corps ne serait qu'un véhicule pour que l'âme fasse l'expérience de ce monde matériel. Ce coup-ci, notre film était vraiment en train de déraper. Mais ce thème de la connaissance de soi était trop excitant pour ne pas continuer à creuser. On est donc allé voir une mystique pour lui poser nos questions sur la nature de la réalité. Bienvenidos a su documental Plan B, señores y señoras desde el lago de Atitlán transmitiendo. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Afuera de los... ¿Voy a hablar en español o en inglés? En español, ¿va? ¿Cómo? ¿O en inglés? Está bien, ¿no? Me parece mejor, ¿no? Pues sí, sí, porque en inglés voy a hablar mal inglés.
Lo que pasa es que vemos solo un lado de la creación. Y esa es una característica del ser humano. Vemos solo lo que se ve, digamos así. Pero existe otro lado que es invisible, los ojos del alma, decimos en un sentido. La persona tiene que abrirse, abrir tu corazón, abrir su mente, para que esta percepción sea posible a sí misma. Existe el camino espiritual, las terapias, el yoga, la meditación y tanto que hay ahorita en el mundo para que el ser humano pueda abrirse y captar algo más de lo que normalmente capta. Un ejemplo, aquí el lago. Si venimos al lago tempranito en la mañana, podemos ver el fondo. ¿Por qué? Porque el lago está completamente tranquilo. Entonces tú puedes apreciar el fondo muy fácil. Si venís en la tarde, ¿qué pasa? Hay olas y las olas no nos dejan apreciar ese fondo. Si pasamos este ejemplo al ser humano, ¿qué sucede? En nuestra mente hay pensamientos que si hago esto, que si hago lo otro, que tal vez sí, que tal vez no, que por qué, que si me voy, que si me quedo, taca, 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 en la mente, ¿verdad? Eso nos sucede a todos. La meditación lo que trata es de bajar ese taca, 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 calmar la mente de tal manera que te sea posible apreciar ese estado de silencio que está dentro de ti. Todos somos uno, no hay división. Lo que pasa es que el ser humano ve las cosas fragmentadas. Cuando entramos en el tiempo y en el espacio, todo se divide. Vemos pasado, presente y futuro. Vemos una persona, otra persona, dividimos todo. Pero realmente lo que existe es la unidad. Pero no hay una conciencia de eso. On s'est arrêté quelque temps pour regarder ce qu'il y avait derrière le takata-kata-kata. On s'est mis à méditer, à jeûner et à faire du yoga. C'est vrai qu'on s'est fait mal au dos dans certaines postures, mais avec un peu d'entraînement, on a réussi à observer toutes ces pensées incontrôlables qui nous empoisonnent la vie. À sortir du pilote automatique pour rester dans l'instant présent, sans jugement ni attente particulière. El mar tiene muchas gotas, ¿verdad? Pero si sacamos una gota del mar, en cada gota van a existir los mismos elementos que contiene el mar grande. El mar es esa mente universal que hablábamos, o Dios, la energía. Ese pedacito de Dios está dentro de cada persona. Dentro de ti, dentro de usted, dentro de mí, dentro de todos, ¿verdad? Nuestra misión es unificarnos con ese pedacito. Fraîchement débarqué à San Francisco, on a posé les sacs à dos chez Liat, qu'on avait rencontré au Guatemala.
Notre esprit encore un peu cartésien avait besoin de confronter les enseignements des sagesses anciennes avec la compréhension scientifique du monde. On a donc profité d'une conférence pour aller rencontrer l'astrophysicien Trinh Xuan et lui poser quelques questions. La science du XXe siècle a redécouvert ou découvert d'une manière différente ce que le bouddhisme nous a appris depuis 2500 ans, c'est-à-dire les concepts d'abord d'interdépendance. Toutes les choses sont reliées ensemble. La science, depuis la fin des années 50, nous a appris que nous sommes tous les poussières d'étoiles, nous sommes tous les enfants des étoiles. Donc en fait, tous les atomes qui sont dans nos corps, en fait, sont fabriqués par la chimie nucléaire des étoiles. Et donc sans les étoiles, nous ne sommes pas là pour en parler. Donc nous sommes interdépendants des étoiles et du cosmos. Il y a aussi l'interdépendance par ce que nous a révélé la mécanique quantique, qui est donc la physique de l'infiniment petit, qui dit que si deux particules ont interagi ensemble, si vous les séparez même jusqu'à la distance d'Andromède, qui est à 2 millions d'années-lumière, elles se souviennent qu'elles ont interagi. Donc, si vous faites quelque chose à l'une, l'autre le sait instantanément, sans aucune communication d'information. Ça veut dire que, en fait, la réalité doit être pensée comme globale, mais pas locale. Vous voyez, donc, de nouveau, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Tout est interdépendant. Les conclusions que je dérive de ça, c'est que bon, la science n'est pas le seul moyen de regarder le réel, mais il y a d'autres fenêtres pour regarder le réel, comme la spiritualité, donc dans ce cas par exemple le bouddhisme. Et je pense que bon, les grands guides comme le Christ ou Bouddha, qui a vu d'autres choses que le commun mortel ne voit pas, peut nous informer. Et puis les grands poètes comme Rimbaud, Baudelaire, ça aussi, ça nous parle beaucoup du réel aussi. Donc je pense que c'est trop arrogant de dire que seule la science peut nous donner accès au réel. Très bien, eh bien merci beaucoup. Voilà. Oui. Si la science confirme que nous sommes tous interdépendants, la destruction des écosystèmes, les guerres ou les famines paraissent d'autant plus absurdes. Près de San Francisco, l'Institut de sciences noétiques étudie depuis 40 ans les mystères de la conscience humaine. Cassandra Vieten, la directrice de l'Institut, nous a ouvert une nouvelle perspective. We're not feeding everyone in the world because there isn't enough food. We're not feeding everyone in the world because our limited consciousness hasn't come to a solution that allows us to do that, that makes it a necessity to do that. So many of the problems that we are facing as a species on this planet are grounded in limitations in our human consciousness. Inequity of resources, violence, war, climate change, they spring from the way we view the world. One of the projects we're working on here at the Institute of Noetic Sciences is called Worldview Literacy, where we're helping people see how they view everything through a worldview. It's almost as though they're looking through a pair of glasses. And their worldview arises from many factors, genetics, culture, religion, how they were raised, what they've learned in school, the experiences they've had in their lives. And most of us are not aware of the worldviews we're holding. We think they're just the truth. And so one of the things that self-inquiry brings to us, one of the things that contemplative practices can do for us, is we begin to recognize that our thoughts are just thoughts, our beliefs are just our beliefs, and they are not really who we are. They're just sort of working hypotheses.
So you may be, for example, sitting in meditation and find out, wow, I really see the world as a dangerous place, and that's been influencing everything since the time I was a little kid. What if I didn't see the world as a dangerous place? And when that kind of a shift happens, behavior changes, thoughts change, relationships change, motivations, priorities, values change, and that's really the kind of transformation we are interested in studying. En écoutant Cassandra dans ce bois, j'ai réalisé que les certitudes sur lesquelles j'avais construit ma vie s'étaient effondrées tout au long de ce voyage. De nouvelles hypothèses les avaient remplacées, comme l'intuition forte que le monde n'était pas uniquement fait de matière, ou encore que courir après l'argent et la reconnaissance sociale nous éloignent de l'essentiel. Le problème, c'est que ces nouvelles croyances n'étaient pas du tout adaptées au monde qui m'entourait. Je voyais partout des appels à la consommation et au plaisir polluant. Je commençais à devenir un peu schizophrène. Il fallait aller consulter un spécialiste. On a donc pris rendez-vous chez le docteur Bruce Lipton pour comprendre comment se forgent les croyances collectives. Whatever. I'll get the water going, then you'll pick a tea. Okay. Perfect. When I first was talking about this, people said, "Oh, he's crazy." You know, "Oh, you're crazy." And now I say some of the things I say, and the scientists go, "What are you saying that's new?" Now I'm boring. The world as we see it is an expression of the collective beliefs of the population, or at least a large number of them. And therefore, when we look at the world today in crisis and failing, and science has recognized that the extinction that it lies in front of us is due to human behavior, and that human behavior has been programmed by culture, then it says if you want to evolve and survive this crisis, we have to change the belief systems. Einstein's, I love the famous quote, it's like, you cannot solve the problems with the same thinking that created the problem. And the beliefs are based on this. There are three questions they call the perennial questions that have been asked by humans for 10,000 years. How do we get here? Why are we here? And how do we make the best of it? Okay? The answers to the questions, when a population accepts the answers from some individual or some organization, they also make that individual or organization the truth provider for the rest of the questions of life. The church said the spiritual world is primary. But science, especially after Isaac Newton, said you don't need to have a spiritual element. It's just the physical world. It's like a clock. It's a machine. So when science took over, it was after Charles Darwin, because Charles Darwin provided the answers to the questions. As we got here through random mutations, why are we here? No reason at all, because it's an accident. How do you make the best of it? And that was when everything went crazy, because it said, oh, you live in a struggle. Evolution is a struggle. And to survive, you've got to fight, and you got to compete. So we bought a belief that the world is not our friend, but we have to go out every day and fight for life. So we bought that belief. That's the world we live in today. The belief of a material world, spirit's not really relevant, and that we're in competition to who's going to win and who's going to die. Those beliefs
have now changed because the leading edge of science has new answers. So we didn't get here through random mutation. We got here through what are called adaptive mutations, the ability of an organism to fit the environment. And so every organism was part of a collection of a whole. There was no individual organism showing up. They were all created to fit into the structure of the environment, the biosphere. So we had a purpose. We were here to bring harmony to the environment. And because we haven't done that, we are now risking our lives. So the evolution is pushing us to the next higher level, to recognize that we are all one. All of humanity is one organism, and we are the cells. And that when we fight each other, we're killing ourselves, and we're destroying the planet. Every time the answers change, the previous civilization ends, and a new civilization begins, built on a new truth and a new belief and a new way of life. So when the new science enters into the public, then the public will have a new direction and way to go. But we're at the stage where the old one is coming down and the new one is being built. And your work is part of bringing the world a new vision that is more sustainable, something that will keep us alive, rather than the beliefs that we've been using that are now killing us. And so you're seeing an evolution in process right now. Finalement, les activistes, les chamans ou les scientifiques que nous avons rencontrés parlent tous de l'arrivée d'une nouvelle civilisation, consciente de son interdépendance et plus en phase avec la vie. Cette nouvelle histoire, la famille d'Airways que l'on avait rencontrée en Inde avait commencé à l'écrire. Dans un jardin de 400 mètres carrés, en pleine agglomération de Los Angeles, ils produisent chaque année plus de 3 tonnes de fruits et légumes bio dans la joie et la bonne humeur. He heard water. Well, at first we were weird, because we didn't look like we belonged anywhere. We were out of step with the modern world. We were going back, and when you go back, you separate yourself from those people going forward. But then we became normal with a good press, good success, and we started our own business selling our surplus to restaurants, and we became well known for that. And now we're accepted, and people are copying that. You want me to use that? Yeah, use it up and then break some more. So I figured we were here to take care of this planet as our home, and that we were stewards of the planet, not owners, but renters. And if you know anything about renting, you don't trash the place. If you trash your apartment, you pay. Well, you're talking about all cycles. This is what we would do. Anywhere you have is if you have extra greens and waste, you hand it to the animals. They turn the waste into fertilizer. Fertilizer goes back into the garden, and then you just do it over and over again. We take our gray water, they call it in the States. Working with nature is one of the hardest things because man wants to control nature. They want to dominate over nature and tell nature what to do. And they say the worst mistake a gardener can make is to think he's in control. And the hard thing was to let go and see if you can work in harmony with nature. It was hard, okay? But hard, it doesn't mean bad. Yeah, I'm an Aries. 21st of March, I'm Aries. I do another. We have to teach her. I feel that the hope is in the individual. Not in you don't hope for the government, and you don't hope for the corporations because they got their own agenda.
and you can't pierce their agenda, but you can go inside your soul and see what you can do as an individual. And in this day and age, we are empowered. You're not ignorant, and that gives me hope that some people will see this as a solution, living the solution, not thinking it, not talking it, but walking and living the solution. T'as pas besoin d'avoir une paire de lunettes Gucci pour profiter d'un beau coucher de soleil, quoi. C'est ça qui te rend vraiment heureux. Avec Marc, en rentrant, on était vraiment persuadés qu'un changement était en marche. Un peu partout sur la planète, des citoyens aspiraient à ce nouveau monde. Et puis, l'enthousiasme est retombé. Les révolutions ont été récupérées et le mal-être ambiant nous a rattrapés. On se demandait bien ce qui empêchait cette nouvelle histoire de s'écrire. Pour nos amis insérés dans la vie active, on était des rêveurs. On n'avait plus de projet professionnel et personne pour produire notre film. On s'est sentis décalés. En creusant un peu, on a fini par comprendre ce qui empêchait la nouvelle histoire de s'écrire. Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on explore ce matin les relations entre écologie et régime politique avec Hervé Kempf, journaliste au Monde et écrivain. Nous sommes dans un état tellement dégradé de la démocratie qui peut nous permettre de, en tout cas, poser la question de savoir si nous ne sommes pas passés dans ce régime oligarchique où un petit nombre de personnes décident en quelque sorte du sort de tous sur les questions les plus fondamentales. Les oligarques font démocratie entre eux, ils délibèrent entre eux, ils discutent entre eux, mais une fois qu'ils ont pris la décision et qu'ils ont adopté leur code de valeurs et leur système de pensée, ils le mettent en œuvre.
parce qu'ils possèdent majoritairement les grands instruments de diffusion de masse, les grandes chaînes de télévision, les grands journaux, les quelques radios. Et le problème de cet ensemble de valeurs, c'est qu'elle est tout à fait inadaptée au problème fondamental dans lequel nous sommes placés, qui est la crise écologique planétaire. Le capitalisme, il a passé son apogée. C'était une forme historique qui a eu éventuellement sa grandeur, sa dynamique, son énergie propre, et qui a eu des aspects positifs qu'il serait absurde de nier, et puis qui maintenant, comme d'autres formes historiques dans le passé, a atteint son apogée, et est en train de pourrir, de se dégrader, de s'affaisser. Et donc, la façon dont j'envisage les choses, c'est plutôt de me dire, on est dans ce moment de transition historique. On est en train de changer d'époque et de passer à un autre état. En revanche, ce qui n'est pas joué du tout, c'est est-ce qu'on arrivera à avoir un post-capitalisme écologique, juste, qui est le souci de la liberté, de l'émancipation, de la dignité des êtres humains, et qui imaginera une nouvelle relation entre l'humanité, cette société humaine qui est maintenant unie, et ce qu'on appelle la biosphère, ou est-ce qu'on va avoir un post-capitalisme crispé, où l'oligarchie se cristallisera sur une dérive de plus en plus autoritaire, qui se résoudra par la violence? Là, c'est l'enjeu, et je ne sais pas, on ne peut pas affirmer où l'on va. Je vais le remettre dans le marqueur d'avant, ce petit bout de phrase là. Ça, c'est du cœur de meule. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est va chercher ton truc, va comprendre que t'as du conditionnement. Pour Hervé Kempf, l'essor de la finance et des multinationales a mis à mal la démocratie. Plutôt que de parler des vrais enjeux, que sont la destruction écologique en cours et l'inégale répartition des richesses, les experts dans les médias nous répètent inlassablement 3 messages. 1. Le système néolibéral est le meilleur possible, il n'y a pas d'autre alternative. 2. Le monde va mal, mais vous ne pouvez pas le changer, c'est trop compliqué, laissez faire les experts. 3. La croissance et la technologie vont résoudre tous les problèmes de l'humanité, consommez et amusez-vous, tout est sous contrôle. On a eu besoin de recul. Il a fallu se replonger dans nos interviews pour trouver ce qui pourrait faciliter cette transition qui semblait bloquée. On se planque trop derrière les partis, les machins. C'est avec cette espèce de clanisme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la politique n'est pas en phase avec la réalité du monde. Pas du tout. Alors on continue à entretenir cette espèce de soupe depuis très longtemps, à faire de l'acharnement thérapeutique sur un modèle qui finalement est mort. Il est déjà mort. Il ne peut plus fournir de travail à tout le monde, il peut plus. Et donc il est déjà mort et on s'acharne à le maintenir à tout prix en vie. Alors que la société civile innove. Et beaucoup de gens innovent maintenant, vraiment. Seulement il faut innover en renonçant à l'idéologie fondamentale. C'est-à-dire celle du profit illimité, celle de la croissance illimitée, il faut renoncer à tout ça. Mais si on le fait dans cette nouvelle civilisation que moi j'appellerais la civilisation de la modération, et justement l'élégance de la modération, là il y a de l'avenir. Parce que les ressources planétaires sont importantes. Moi, quand je vois l'abondance que j'ai avec mon jardin, même on a trop, quelquefois on ne sait pas trop. Donc c'est pas la nature qui est défaillante. Donc tout est là pour un monde différent. Mais il ne se fera jamais si on ne renonce pas à l'idéologie qui a déterminé le vieux monde. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. On ne dit pas la lutte contre la violence, parce qu'on n'y arrive pas à toucher les auteurs de violence. Quand tu luttes contre la violence, ils ne vont pas venir les assassins. Nous, on a fait la campagne des bons traitements. Renoncer à l'ancienne vision, sortir du cadre et innover selon d'autres valeurs. C'est ce que fait Marianne Sébastien, qu'on avait rencontrée lors d'un forum. Depuis 20 ans, elle travaille avec les populations défavorisées de Bolivie en intégrant le développement personnel à l'entrepreneuriat. Cette approche a permis de poser les bases d'une société non violente où tout part des plus pauvres. Il y a énormément de choses à faire. On a beaucoup besoin de témoins ici que
que tout est possible tout de suite, qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu tous les livres, qu'il n'y a pas besoin de développer des théories sur le réchauffement climatique. C'est l'amour qui réchauffe le climat intérieur, tu vois. Donc laissons-le faire et rendons-nous compte que de réfléchir et de faire des bilans terroristes, des bilans dramatiques sur la situation, ça prend beaucoup de temps. Et moi j'ai envie de vous dire, combien de temps est-ce qu'on passe à appliquer des solutions possibles, tu vois, et à faire des choses qui transforment le monde immédiatement. Donc quand on vit avec des enfants qui meurent, et la mort des enfants, c'est pas dans la nature des choses, et quand on vit avec des gens qui ont été exploités depuis 5 siècles et qui vivent à 1000 mètres sous terre, la seule chose utile, c'est la joie. La seule chose utile, c'est le rire. Et si j'avais pas ri et chanté avec des centaines de personnes en prison, dans les rues ou dans les ordures où je travaille en Bolivie, il n'y aurait pas voie libre, je peux te le dire. Donc, j'ai rien à voir là-dedans, parce que le rire, l'amour, est dans le cœur de chacun. Mais il faut juste le déterrer. Parce que nos vies ont fait qu'il y a une espèce des papiers mouillés sur notre cœur, et que le feu ne prend plus. J'avais un spécialiste du développement qui me disait qu'il n'a jamais vu une ONG, une fondation qui monte tous ses projets ancrés dans l'intériorité. Il n'y a pas de développement extérieur pour moi s'il n'y a pas de développement intérieur. Donc arrêtons et donnons des alternatives et transformons les gens pour qu'ils soient 2 fois plus performants et qu'ils aient confiance en eux et qu'ils se sentent des êtres valables, tu vois. Et donc parfait, c'est ça qu'on va garder. C'est ça qu'on va garder, tu vois. Un peu partout sur la planète, des gens ordinaires changent de logiciel. Leurs actions sont désormais guidées par la coopération et l'altruisme. Tel le système immunitaire d'une société malade, ils sont la preuve qu'un monde plus sain est bel et bien en marche. Por eso tenemos que unirnos, ya estamos uniéndonos, que por primera vez nos unimos los 5 continentes y las 2 razas, el indígena, el campesino y el ciudadano. Ese es el mensaje para mí, desde el Amazonas, que traigo a este evento para el mundo entero. Muchas gracias. We began with the idea of the seed satyagraha, that, like Gandhi said, we will not cooperate with these laws, not in our minds and not in our hearts. They don't exist for us. We will function in the commons of our biodiversity and in the commons of our knowledge. Grazie. And this is the conclusion. It's here after all the travel around the world. So, the real challenge is we have to have confidence in our capacity as ordinary citizens to bring change. We have to recognize is we are not atoms in society, we are community. That we start seeing ourselves as relationships, not as isolated individuals. The minute you break out of your isolation, you experience power, the power of togetherness. And it's our isolation that the dominant system has constructed in our minds. That is why Margaret Thatcher, who brought neoliberalism to England, said, there is no society, there are only individuals. It's vital for global corporations to reduce people to think of themselves only as consuming individuals. We have to see ourselves as creative communities, the earth communities, the human community, our local communities, and amazing power comes out of that.
On avait tout ce qu'il fallait pour finir le film. Alors on est parti faire le montage chez des amis qui rénovaient un hangar agricole dans le sud de la France. Donc là, il conclut que c'est la compétition qui nous tue en fait. Ça, c'est la deuxième option. Donc ça, c'est pas mal de terminer là-dessus. Bah oui, donc là, on a notre première fin de partie en fait. Du coup, si jamais on rebase tout un système et des institutions sur ces valeurs et sur cette perception du monde, cet rapport à la réalité, au monde et au vivant, on manifeste un monde différent. Exactement. Après tout ça, intérieurement, j'étais beaucoup plus riche. Mais ça n'intéressait pas du tout mon banquier. Mes parents commençaient à s'inquiéter. C'est vrai que j'avais fait un sacré trou sur mon CV. De mon côté, je me demandais surtout comment trouver un travail qui ait du sens. Alors on est parti poser la question à mon conseiller d'orientation Satish Kumar, qui enseigne à l'université Schumacher dans le sud de l'Angleterre. When I go to universities to talk to students, they ask me, what do you advise us? I say to the students, my advice to you is that when you leave your university, don't seek an employment. Create an employment. Create a livelihood for yourself. So in employment, humans become the instruments of making money for the employer. You are only a tool. You are an instrument to make money for your employer, for your factory. That's no good. You don't want to change a human being into an instrument of making money. Human being is a creative being. Trust is the key to good living. Surrendering to the process of the universe and trusting the universe and not having this ego that I will control every process and I will plan everything and I will manage the outcome. You have to let things happen and you will be surprised. There will be miracle. So trust the world. Trust yourself, trust other people, trust the process of the universe and be part of the flow. When you are part of the flow of the universe, you will enhance the universe and universe will enhance you. You will enrich the universe and universe will enrich you. But trust is the key. En m'échappant de New York pour faire ce film, je voulais changer le monde. Mais c'est lui qui m'a changé. Pendant ce temps de voyage, passé à rencontrer l'humain, redécouvrir la nature et décoloniser mon imaginaire, j'ai trouvé certaines réponses à mes questions. Mais j'ai surtout trouvé la joie. Si je devais retenir une chose de ces rencontres, c'est que pour faire un monde meilleur, il faudra changer de vision. Mais pour que ce changement advienne, nous sommes tous appelés à évoluer. Car la véritable révolution est intérieure.
closer to the essence of life. But be aware that it takes courage and strive. Expand your mind, don't let it wear and die. You'll find it, lift your spirit high to the sky. So meditate. Come on, let's contemplate. Talk to the heavenly bodies of the universe, of the universe.